Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Santé, économie, politique et laïcité sont au cœur de l'émission d'aujourd'hui et tout particulièrement le rachat du site de Smart par Ineos Automotive. C'est signé. Résumé en images de l'actu du jour dans le Flash Info. Le rachat de Smartville par Ineos Automotive est acté depuis ce lundi 7 décembre. Cette acquisition assure un avenir au site et permet de sauvegarder de nombreux emplois. La production des véhicules Smart continuera sur place jusqu'en 2024 et celle du 4x4 Grenadier débutera d'ici la fin 2021 pour une livraison possible en 2022. La situation est stable dans le service de réanimation de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Actuellement, 13 lits sur 14 sont occupés et 3 d'entre eux sont des patients Covid. La charge de travail est conséquente, mais contrairement à la première vague, les soins classiques ont été maintenus. Le périmètre d'Action Cœur de Ville a été voté à l'unanimité durant le conseil municipal qui s'est tenu ce mardi soir à Sarreguemines. Le projet est lancé depuis la convention cadre signée le 15 octobre 2018. Sarreguemines fait partie des 222 villes moyennes bénéficiaires de ce programme national de redynamisation des centres-villes. À l'école de la laïcité. C'est le nom du jeu qui a été créé par les étudiants de l'INSPE de Sarreguemines avec le soutien de leurs professeurs. 2 ans de travail ont été nécessaires pour le concevoir. Il s'agit d'une sorte de jeu de loi composé de 50 questions, un jeu pour redécouvrir les 15 articles de la charte de la laïcité à l'école. Le CIDEM a mis en place un nouvel outil numérique, Mémotri, pour trier mieux et trier plus. Il est destiné à faire diminuer le taux d'erreur de tri, accessible sur téléphone via l'application CIDEM et sur le site internet www.cidem.fr avec l'onglet Trier mieux, trier plus. Il suffit de mettre le nom de ce que l'on souhaite jeter pour savoir où le jeter. Comme chaque semaine, on s'intéresse aux chiffres du Covid sur l'arrondissement. Uranie, tu es à l'hôpital Robert Pax. Bonjour, quelle est la situation ? Salut Julia, eh bien on passe de 3 à 2 personnes en réanimation, 11 personnes Covid sont toujours hospitalisées et 6 tests sont revenus positifs sur 385 réalisés. Alors ça, ce sont les derniers chiffres qui sont sortis par l'hôpital le 8 décembre, donc hier, mais d'une minute à l'autre, tout peut changer. On a décidé d'ailleurs de faire un retour sur les dernières semaines pour voir un petit peu l'évolution de cette deuxième vague. Alors sur cette première infographie, eh bien on voit que tout s'est joué le 3 novembre, quelques jours après le reconfinement. 34 personnes Covid étaient hospitalisées. Ensuite, les données restent assez hautes les semaines suivantes pour baisser début décembre. Côté réanimation, sur cette deuxième infographie, le pic des 6 patients a été atteint le 17 novembre, date à laquelle on devait s'attendre de toute façon à une forte hausse des cas d'après les scientifiques. Et y a-t-il des chiffres qu'on n'a pas encore ou bien qui sont difficiles à interpréter ? Eh bien oui, le nombre de décès par exemple de cette deuxième vague n'a pas encore été dévoilé et il y a aussi le nombre de tests réalisés à l'hôpital parce que bien sûr ça fluctue selon les arrivées de patients, mais on le voit bien sur ce dernier graphique, le plus fort s'est passé entre le 3 et le 17 novembre avec au plus haut 540 tests réalisés pour 38 revenus positifs. Et puis pour approfondir tout ça, eh bien, le service de réanimation nous a ouvert ses portes. Merci Uranie. Et puis justement, on va regarder tout de suite ce reportage. Un véritable tsunami en mars dernier lors de la première vague. C'est le ressenti des soignants, notamment au service réanimation de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Si l'été a été un moment de répit, la deuxième vague est arrivée, moins redoutable que prévu. Peu de patients Covid dans le service, mais une activité tout de même soutenue. On fait le point. Au revoir monsieur, bonne continuation. Le box 6 doit être libéré. Un patient en arrêt cardiaque arrive en urgence. Un bel exemple de réactivité de la part de l'équipe du service réanimation. Depuis mars, leur quotidien est chamboulé. Une chance que la deuxième vague de l'épidémie soit moins intense. Bon, il y avait le service qui était à moitié Covid au pic de cette deuxième vague. On n'a pratiquement jamais été débordé, mais c'est lié aussi au fait qu'il y avait peu de patients qui arrivaient au niveau des urgences, beaucoup moins que la première vague, que beaucoup de ces patients étaient traités dans les services de médecine et de pneumologie. Bonjour madame. Bonjour.
Actuellement, 13 lits sur 14 sont occupés, dont 3 patients Covid. Dans 2, c'est des patients qui sont là depuis plus que 15 jours, qui sont en ventilation mécanique, où ça risque de durer. Dans ce service, chaque patient est suspecté comme porteur du virus jusqu'au résultat du test. Une procédure qui permet de maîtriser les contaminations du personnel, en plus des équipements de protection. Car il faut un effectif complet pour assurer la charge de travail encore conséquente. Claire est infirmière et surveille avec vigilance les patients. On essaie de les voir toutes les 2 heures. On fait un relevé des constantes à ce moment-là. On voit s'il y a un problème particulier à signaler. On administre les traitements, on vérifie que ce soit efficace. Là, comme c'est des patients en Covid, c'est surtout au niveau respiratoire. Contrairement à la première vague, les soins classiques ont été maintenus. Et si le service n'a pas été submergé, c'est aussi parce que la prise en charge était plus efficace. L'intubation n'était plus systématique. Donc on a réussi à les maintenir sous ventilation non invasive, sous apport d'oxygène à haut débit. Et ça a permis, déjà pour les patients même, quand ils étaient admis en réanimation, à les sortir plus vite. La situation s'est donc stabilisée. Pour le personnel soignant, l'année difficile a fait ressortir du positif. On se ressentait devenir médecin, infirmière, et tout le monde y participait. Et les administratifs, au lieu de nous brider, nous aidaient, et ça c'était très intéressant. Malgré tout, l'avenir est incertain. Tout est une question de temps. Du temps pour les soignants avant de retrouver une cadence de travail plus classique. Du temps pour les patients qui, après un passage en réanimation, doivent s'attendre à une longue rééducation. Et on est maintenant en liaison avec Guillaume Fluck, directeur adjoint des hôpitaux de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Et merci de répondre en direct sur Mosaïque Cristal. Alors dites-nous, pendant cette deuxième vague, est-ce que vous avez à nouveau procédé à des transferts de patients et notamment vers l'étranger ? Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser d'emblée que ça n'a pas été de la même ampleur que lors de la première vague, mais on a pu bénéficier de toute la coordination au niveau des partenaires sur le territoire de Moselle et également au niveau de nos partenaires transfrontaliers avec les hôpitaux allemands. Et combien de transferts il y a eu pendant la deuxième vague ? Je ne saurais pas vous dire exactement. Assurément, il y en a eu beaucoup moins que lors de la première. J'ai en tête les 3 transferts. Alors cette fois, il y a eu aussi moins de personnes en réanimation, mais quelle est la situation au niveau du service pneumologique et des urgences ? Je crois qu'on a un problème de liaison. On va essayer de retrouver Guillaume Fluck dans quelques instants si on arrive à rétablir la liaison. Et bien en attendant, on va faire un focus maintenant sur l'économie parce que ça y est, cette fois c'est signé. Ineos Automotive a confirmé l'achat du site Smart à Mercedes-Benz. Le projet, produire le 4x4 Grenadier d'ici fin 2021. Reportage. Depuis lundi, le groupe Ineos Automotive est le repropriétaire du site de production Smart de Hambach. Une signature électronique à distance a scellé l'avenir du site. D'ici 2021, le groupe produira son 4x4 Grenadier, son premier véhicule tout-terrain. Dirk Heilmann, PDG d'Ineos Automotive, affirme que cette acquisition est la plus grande étape à ce jour dans le développement du Grenadier. Nous pouvons désormais entamer les préparatifs à Hambach pour produire notre 4x4 dès la fin de l'année prochaine afin de livrer nos clients du monde entier. Pour produire ce véhicule tout-terrain, ce sont 1300 postes qui seront maintenus sur les 1600 que comptait Smartville, y compris les sous-traitants. Selon le groupe Ineos, le site de Hambach est un lieu de production idéal. La main-d'œuvre déjà sur place est compétente et expérimentée et la proximité du site avec la frontière allemande offre un accès idéal aux chaînes logistiques et aux marchés cibles. La vente a été signée ce lundi, mais il faudra attendre début 2021 pour qu'Ineos prenne les rênes de l'usine. La production actuelle de la Smart EQ42 sera assurée par Ineos jusqu'en 2024 sous forme de sous-traitance pour Mercedes-Benz, en parallèle de la production du Grenadier. Le destin du site Smart inquiétait le plus grand nombre. Aujourd'hui, l'inquiétude laisse place à un certain soulagement. On écoute les réactions de Roland Roth, président de la Casque, de la députée Nicole Triss et de Mario Mutset, délégué syndical. Je voyais difficilement à cet endroit une friche industrielle, ce que on pouvait craindre au départ. En tout cas, je souhaite la bienvenue à Ineos sur notre site de l'Europol.
Je crois que nous sommes là pour les accompagner comme nous avons accompagné Daimler par le passé, en partenariat, et je suis convaincu que les choses se passeront bien pour eux, pour la collectivité et surtout pour le personnel, ce qui nous importe en tout premier lieu. Voilà, les négociations ont permis effectivement d'avoir une reprise saine par INEOS avec un projet sérieux, fiable, qui offre non seulement de préserver les emplois, mais en plus qui offre une réelle perspective d'avenir, puisque nous avons appris dans l'entrefaite également qu'il y avait des accords qui ont été passés entre INEOS et Hyundai sur l'hydrogène pour la suite. Donc c'est une perspective qui va encore au-delà de 2024 et vraiment je m'en félicite, je m'en réjouis parce que on n'a pas, voilà, c'était un combat qui n'a pas été vain de pouvoir comme ça travailler et d'avoir cette excellente nouvelle pour le territoire et pour l'avenir du secteur industriel. Maintenant, INEOS a pris les rênes de l'entreprise. Maintenant, les salariés sont prêts à relever ce défi pour la fabrication du grenadier. Et on espère aussi que Daimler va maintenir ses engagements, notamment pour la fabrication de la Smart jusqu'en 2024. Ensuite, INEOS, je pense qu'ils ont encore dans les cartons le projet hydrogène qui est très important pour l'avenir de l'automobile. Et on espère qu'on aura rapidement un produit grenadier avec l'hydrogène pour pérenniser les emplois sur le site de Smartville. Et nous, on espère pouvoir filmer tout ça très prochainement. Entre-temps, on a pu rétablir normalement la connexion avec Guillaume Fluck devant les hôpitaux de Sarreguemines. Monsieur Fluck, je vous demandais, au moment où on a été coupé, je disais cette fois il y a moins de personnes en réanimation, mais quelle est la situation du service pneumologique et au niveau des urgences ? Alors, sur ces deux services et au global, la situation c'est celle d'une décrue qui se confirme. Très schématiquement, la cinétique, au sortir des vacances d'été, quelques cas, on était vraiment dans la dynamique du tester, tracer, isoler. Quelque chose qui change mi-octobre, où on constate un doublement des cas de personnes hospitalisées chaque semaine, un peu comme ce qu'on a constaté partout ailleurs en France, ce qui nous alerte et ce qui nous met en tension. Jusqu'à un niveau de plateau qu'on a atteint début novembre, où effectivement il y a eu le pic de personnes hospitalisées en réa et dans tout l'hôpital. On a été jusqu'à 2 secteurs de cohorting et avec une décrue très nette la dernière semaine de novembre. Ce qu'il faut noter, c'est vraiment les effets notables du confinement, puisque assurément Sarreguemines avait un peu de retard par rapport aux explosions qu'on voyait ailleurs. Et ça nous a permis de tenir largement dans des proportions bien moindres que la vague du printemps. Et la suite, est-ce qu'une 3e vague est attendue par le personnel soignant ? On sait que c'est compliqué, la situation est extrêmement explosive. On voit qu'on est sur quelque chose de plus long. On l'a vu sur cette 2e vague. Juste pour situer les choses, au printemps, le 15 mars, il y avait 10 personnes hospitalisées pour raison de Covid. C'est monté jusqu'à 150 15 jours après. Là, on voit par rapport à ce que je vous disais, que le doublement avait lieu chaque semaine. On a réussi à garder la situation sous contrôle et on voit qu'on est dans une situation d'entre-deux très difficile parce qu'à la fois il y a cette préoccupation de maintenir l'accès aux soins, ce qu'on a beaucoup mieux fait cette 2e fois, et en même temps la situation peut vraiment changer très rapidement. Donc on est très vigilant et on fera ce qu'il faut pour l'avenir en espérant qu'il soit plus clément parce que l'année était très rude. Et peut-être une bonne nouvelle pour conclure, c'est que sur cette 2e vague, le personnel était largement moins touché et l'hôpital tient grâce à son personnel et on l'a vu dans le reportage, c'est vraiment ça qu'il faut saluer. Et oui, c'est bien de le dire. Et merci en tout cas d'avoir témoigné sur Mosaïque Cristal. On va parler maintenant d'aménagement du territoire. Hier soir, il n'y avait que 8 points à l'ordre du jour du conseil municipal de Sarreguemines, mais surtout un énorme dossier, celui qui est au cœur des préoccupations de la ville, le projet Action Cœur de Ville. Explication détaillée dans ce reportage. Après 2 ans de phase d'initiation, il est temps de passer à la phase de déploiement. Le projet Action Cœur de Ville est lancé depuis la convention cadre signée le 15 octobre 2018. Sarreguemines fait partie des 222 villes moyennes bénéficiaires de ce programme national de redynamisation des centres-villes.
Pendant 2 ans, les études menées ont permis d'affiner les enjeux. Avant de passer au projet concret, un avenant à la convention cadre était nécessaire en premier lieu pour définir clairement le périmètre d'opération de revitalisation du territoire, en tenant compte des 5 axes d'action cœur de ville, la réhabilitation de l'habitat, le développement économique et commercial, l'accessibilité, les mobilités et connexions, la mise en valeur de l'espace public et du patrimoine, l'accès aux équipements et aux services publics. Le périmètre a été délimité selon différents critères, les ambitions municipales et communautaires autour de plusieurs projets importants, les résultats des études ainsi que les retours des rencontres citoyennes et débats publics. Le périmètre qui en découle va du port de Steinbach au pont ferroviaire qui traverse la Sarre et s'étend des 2 côtés de la rivière, des Tours des Douanes situées route de Nancy à l'ancienne César à côté du collège Fulrad. Côté projet concret, ils sont nombreux à être listés, mais tous ne sont pas détaillés. Le prochain concernera l'entrée de ville par la route de Nancy avec la démolition des Tours des Douanes qui doit commencer encore ce mois-ci. Le projet à l'horizon le plus lointain est l'aménagement du site des anciennes faïenceries dont la destination finale n'est pas encore définie. A noter que dans ce document, le projet de casino annoncé par l'ancien maire Céleste Lette n'est pas mentionné. Une étude est en cours et devrait être terminée d'ici fin 2021. Nous constatons un retard à l'allumage important. Nous notons l'absence de certains projets importants comme le match. Sur le projet des faïenceries, donc là c'est le grand flou parce que on a vu dans la presse fleurir des casinos qui n'entrent pas dans le cadre aujourd'hui de la loi. Et dans les fiches projets, on nous propose une étude à hauteur de 400 000 €. Donc sur ce point précis, monsieur le maire, nous souhaitons formuler une proposition. Ce serait que la ville organise un concours d'architecture, d'aménagement urbain ouvert à toutes les propositions, encadré par un cahier des charges et qui serait ponctué par une consultation locale pour que les Sarregueminois puissent décider eux-mêmes et se réapproprier pleinement cet espace. Sur la question du retard que vous évoquiez, le dossier a fait plusieurs allers-retours avec les services de l'État, c'est vrai, mais il faut dire aussi que, et c'est en relation avec un autre point que vous avez abordé, combien y a-t-il de villes qui disposent à proximité immédiate de l'hypercentre 33 hectares comme le terrain des faïenceries dont nous avons fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps. Concernant la question des faïenceries, nous sommes rentrés dans un dispositif, dans une démarche de ZAC, de zone d'aménagement concertée, donc forcément concertation il y aura, et forcément concertation aussi avec la population. J'ai noté effectivement que la question qui concerne le match, par exemple la place de la Poste, est un territoire qui pour l'instant est territoire de projet. Le moment venu, eh bien, il sera temps de partager sur ces questions-là. Ma vision d'Action Cœur de Ville ne se résume pas pour moi au seul volet de l'urbanisme, mais il doit s'appuyer sur 5 piliers. Bien entendu, l'urbanisme, en insistant bien sur le parcours marchand, l'identité ou la communication avec la création d'une marque, d'un logo, d'un slogan qui permettront un meilleur rayonnement régional ou transfrontalier. Le commerce 4.0 permettant d'aider les commerçants à franchir le pas du numérique. Il faut de la vie en ville. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du flux. Il y a une cohérence d'ensemble qui nous semble assez aboutie, mais notamment sur les éléments d'urbanisme. Il y a des éléments que nous pensons qui sont vraiment à creuser, notamment sur la question des mobilités à l'intérieur des espaces. Alors il y a des choses qui sont évoquées, on voit que c'est un début de travail, mais sur les mobilités, la question de l'emploi, c'est aussi une question, quand on dit action cœur de ville, on n'est pas que dans le truc, la question de l'emploi des services publics nous semble aussi une question. L'emploi, je pense que c'est au centre de toutes les préoccupations, pas seulement d'Action Cœur de Ville. Ce point a été voté à l'unanimité par les conseillers municipaux. Prochaine étape, jeudi soir en conseil communautaire où il sera aussi à l'ordre du jour pour être voté par l'agglo. Il devra ensuite être validé par les services de l'État. Et l'actu continue dans un instant sur Mosaïque Cristal. On regarde d'abord les infos du ciel. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries.
le ciel commence à se dégager pour demain. Les passages nuageux en matinée seront anecdotiques et se dissipent complètement l'après-midi. Côté température, on descend encore d'un cran pour les minimales, avec -3 à -4 degrés. Et toujours 2 à 3 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Romaric. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 16h33. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour les fêtes, AVS Médical vous offre le plein de confort. Restez bien au chaud grâce à nos produits de thermothérapie. Et jusqu'au 24 décembre, profitez d'une réduction de 10% sur une sélection de bouillottes, chaufferettes et couvertures chauffantes. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Sarreguemines vous offre un programme culturel inédit. Du chant, du théâtre, du spectacle et même de la magie. Rendez-vous vendredi dès 12h en musique. Avec la compagnie C'est pas nous, Si on chantait et un conte de Noël raconté par Muriel Ruff. Un programme à découvrir chaque semaine sur Mosaïque Cristal et sur le site de la ville de Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la laïcité, un pilier de la République française depuis la loi du 9 décembre 1905. Alors à cette occasion, l'Inspé de Sarreguemines, qui forme les futurs professeurs des écoles, a présenté un jeu de plateau ainsi qu'une carte de supports pédagogiques qui pourront servir à d'autres enseignants. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. À l'école de la laïcité. C'est le nom du jeu de plateau créé par les étudiants de l'Inspé de Sarreguemines avec le soutien de leurs formateurs. 2 ans de travail ont été nécessaires pour le concevoir. Une sorte de jeu de loi composé de 50 questions. Pour les professeurs stagiaires qui l'ont conçu, cela leur a permis de travailler et d'effectuer des recherches sur les questions de laïcité. Moi, je me suis rendu compte que beaucoup de mes étudiants étaient demandeurs de formation sur la laïcité, autour de la laïcité, parce qu'on a bien compris que c'était un sujet central aujourd'hui, mais devant l'ampleur de la tâche et devant toutes les polémiques qui parfois peuvent avoir lieu, il y a beaucoup de réticences et les professeurs ont souvent beaucoup de mal à s'approprier ce thème-là. Depuis quand l'école est-elle laïque en France?
depuis 1882. Pour aider les enseignants et futurs enseignants à s'approprier cette thématique, un second support pédagogique a été réalisé à l'INSPE. Une carte mentale autour de la charte de la laïcité. Elle permettra aux enseignants de prendre appui sur divers ouvrages de littérature jeunesse. Elle intervient dans l'ensemble de disciplines, dans les rapports que l'on peut avoir aux autres dans l'école, avec tous les membres de la communauté éducative, mais aussi en dehors, parce que c'est aussi la question de la laïcité dans la société. Donc plus on permettra aux enfants de se construire un esprit critique, eh bien on pourra peut-être espérer former de futurs citoyens capables de se respecter. Présentés à l'occasion de la journée de la laïcité, les deux supports sont à disposition d'enseignants du secteur. Le jeu peut être emprunté à la bibliothèque universitaire. La carte mentale est téléchargeable sur le site de l'INSPE de Sarreguemines. Plastique, carton, reste alimentaire, qui ne s'est jamais posé la question de savoir dans quelle poubelle doit se jeter un déchet particulier? Eh bien, c'est en partie pour répondre à ces questions que le CIDEM a mis en place un nouvel outil numérique, le Mémotri. Reportage de Thibaut Desmerlet et Thomas Drouin. Quand il s'agit de communiquer sur la bonne manière de trier, le CIDEM a toujours plus d'un tour dans son sac. Cela se vérifie encore avec un nouvel outil destiné à faire diminuer le taux d'erreur de tri. Quand on arrive à des taux tels que 50%, nous ne pouvons pas supporter cela parce que financièrement, ça a un impact très fort. 2 700 € ont été nécessaires pour développer cet outil. Il prend la forme d'un mémo appelé Mémotri. Cela ne s'invente pas. Il est accessible sur téléphone via l'application CIDEM ainsi qu'au travers du site internet www.cidem.fr. En ligne donc, il se retrouve sous l'onglet Trier mieux, trier plus. Il s'agit du petit encart à droite de l'écran, disponible en français ou en allemand. Il suffit d'y taper le nom de ce que l'on souhaite jeter pour savoir où le jeter et même découvrir ce qu'il devient par la suite. Ce mémo prend en compte les différences liées aux collectivités composant le syndicat. Par exemple, pour les journaux, on vous invitera du côté de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence à le déposer dans le conteneur idoine. Tandis que du côté de la communauté de communes du Pays de Bitche, ils prendront la direction du sac orange. Au cas où l'article n'est pas dans la base de données, par exemple un essuie-glace, un formulaire est disponible afin de poser la question directement. Et il sera ainsi ajouté à la liste des déchets déjà disponibles. L'idée est de sensibiliser encore plus la population au tri tel qu'il est demandé aux habitants par le CIDEM. Mieux ils trient, eh bien, plus le CIDEM et puis leurs propres collectivités, leurs intercommunalités en profiteront sur le plan financier et moins ils paieront. Le coût du CIDEM, qui était encore il y a peu sous les projecteurs de l'actualité et dont l'amélioration pourrait passer par ce petit mémo numérique. Et le CIDEM nous a répondu dans la journée concernant les balais d'essuie-glace. Eh bien, il faut les déposer en déchetterie et ce déchet est désormais ajouté dans la liste du Mémotri, quelque part grâce à la rédaction de Mosaïque Cristal. Allez, on termine avec le clin d'œil des lutins. C'est l'heure d'emballer les cadeaux des enfants. Mais l'un des lutins rencontrait quelques difficultés. J'arrive plus là. Mais enfin Sandrine, comment t'es arrivée dans cette situation? Écoute, je sais pas, j'arrive pas à emballer les cadeaux. Mais pourtant c'est facile, regarde le mien, il est super joli. Bah ouais, j'avoue là, je suis scotchée. Ah bah oui, c'est le cas de le dire. Allez, on retourne au travail. Ok. Merci à tous. Continuez de nous rester fidèles sur les réseaux sociaux, via la télé, via le câble, via les box, sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et je vous donne rendez-vous demain dès midi en direct sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. À demain.